IMO Week, le podcast. Édition spéciale CIPCA 2022 au Grand Palais éphémère. Bonjour Thomas Péridier. Alors vous êtes le directeur de la promotion tertiaire chez Crédit Agricole Immobilier. Alors déjà, vous pourriez vous présenter ainsi que les fonctions que vous occupez au sein justement de Crédit Agricole ? Oui, bonjour, je suis directeur effectivement de la promotion tertiaire France au sein de Crédit Agricole Immobilier. Nous développons des projets d'immobilier d'entreprise un peu partout en France, des projets qui oscillent entre 2000 et 60 000 mètres carrés, principalement des sièges sociaux, mais également des immeubles de bureaux, de middle office ou back office. C'est des projets que nous réalisons pour la plupart à 85% pour le compte d'investisseurs et d'utilisateurs tiers au groupe. Et le solde est réalisé pour Crédit Agricole SA et les caisses régionales du Crédit Agricole. Alors, Crédit Agricole Immobilier prétend être très engagé d'un point de vue environnemental. Comment cela se traduit-il dans les faits ? Ça se traduit très concrètement au travers des projets que l'on développe. Nous, on a une approche extrêmement pragmatique des ambitions environnementales à déployer et d'urgence climatique, dans le sens où on va aussi bien travailler des projets parisiens qui visent un zéro carbone global avec des matériaux géosourcés, biosourcés, avec des fermes photovoltaïques, que des projets beaucoup plus modestes, à l'économie plus modeste, en région. Des bâtiments qui font entre 1008 et 2000 mètres carrés, où là, il va falloir aborder les projets par d'autres angles pour permettre de viser cette excellence en termes de décarbonation des projets. Et pour y arriver, là, c'est pas exactement les mêmes recettes, si je peux m'exprimer ainsi, que sur les projets parisiens, on va plutôt développer un concept de bâtiment semi-industriel qui va nous permettre d'être beaucoup plus efficients d'un point de vue économique et donc de mettre en place des dispositifs techniques qui vont viser à un niveau de décarbonation plus fort que si on avait réalisé un bâtiment classique. Alors vous dites économiser 30 à 40% d'émissions carbone grâce à vos projets. Concrètement, donc comment faites-vous pour atteindre cet objectif, somme toute assez ambitieux ? Très concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce sont des structures bois. La plupart du temps, on essaye de ne pas avoir de sous-sol, pas de place en infrastructure, ou alors de les limiter au maximum. Ça veut dire qu'on a recours également à une compacité de bâtiment qui permettent d'être sur une efficience en termes de matériaux et également en termes d'accès à la lumière du jour pour les utilisateurs, c'est-à-dire qu'on essaye de combiner la compacité et donc compacité qui est importante d'un point de vue énergétique avec la qualité de vie au travail et au bien-être pour les usagers à l'intérieur des bâtiments. Donc comme ça, on travaille la structure bois, je vous en parlais. On travaille également les percements dans la façade, parce que pour être extrêmement vertueux, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un nombre de percements et de fenêtres de surface déperditive relativement limité, de l'ordre de 35% de surface vitrée. Ça veut dire également qu'il faut avoir recours au réemploi de matériaux, et donc c'est ce qu'on fait sur du faux plancher, sur de la moquette, sur des cloisons amovibles, mais également sur de la peinture de réemploi, ce qui est un peu moins courant. Et puis c'est aussi positionner ces projets, j'aurais même dû commencer par ça, à des endroits où on se situe sur des hubs de connexion en transport en commun ou à des hubs routiers. Parce que quand vous êtes dans des villes moyennes en région, vous n'avez pas le métro, vous n'avez pas le bus, vous n'avez pas le tramway. Et pourtant, il y a des usagers qui travaillent autour. Donc on essaye de positionner ces projets au milieu des bassins d'emploi et des bassins de résidence de ces futurs usagers. C'est justement, vous me devancez puisque c'était la question suivante que j'allais vous poser. Donc concernant le développement de projets à proximité des transports en commun, c'est surtout vrai en Île-de-France, dans ce que j'ai vu. Ça aussi, ça fait partie, on va dire, d'une vision plus globale. C'est-à-dire qu'il y a la responsabilité du bâti, mais il y a également tout ce qui entoure, et notamment le fait que les personnes qui y travaillent puissent y accéder de façon responsable et sans forcément utiliser leur voiture. Complètement. Mais je dirais qu'il ne faut pas avoir une vision trop parisienne. Il y a effectivement aujourd'hui la nécessité et le souhait des utilisateurs qui étaient accélérés avec le Covid d'être sur des hubs de connexion, parce que c'est de l'attractivité pour les entreprises pour recruter de nouveaux talents que d'être sur des hubs de connexion. Et ça participe grandement à la décarbonation. Donc il faut continuer. Et nous, on est exactement sur cet axe-là, parce que tous nos projets sont à moins de 5 minutes d'un transport en commun lourd.
Et puis à côté de ça, il y a aussi des projets en région, il y a aussi énormément d'emplois en région, et en région, vous n'avez pas toujours le tramway, le bus, le métro, et donc il faut tenir compte du lieu de résidence des usagers pour positionner les projets tertiaires au bon endroit et faire en sorte de limiter les déplacements en voiture. Et l'autre point, c'est également de combiner, bien évidemment, le covoiturage et déployer des dispositifs de bornes électriques systématiques et amplifier le mouvement pour permettre de décarboner également une partie des déplacements. Alors, j'ai vu également que vous travaillez sur le recyclage futur de vos projets pour un autre usage dans 10, 20, 30 ans. Aujourd'hui, donc, on a l'impression qu'on ne pense plus uniquement à l'usage premier d'un bâtiment quand on le construit, mais également à ce qu'il pourrait éventuellement devenir dans le futur. Est-ce un raisonnement que vous avez pour l'ensemble de vos projets ? Ouais, là, 2 petits exemples très concrets. La preuve par l'exemple. Alors qui va pas me rajeunir, mais quand je suis arrivé au Crédit Agricole Immobilier, j'ai développé un projet qui s'appelle EOL, qui fait plus de 60 000 m². Il se trouve que ce projet, cet immeuble qui existe, qui est exploité depuis des années maintenant par la salle des marchés du groupe, a nécessité qu'on réaménage. Eh bien, la moquette de ce bâtiment d'EOL, on le réemploie sur des bâtiments que l'on développe en région. Voilà. Donc ça, c'est un exemple très concret de réemploi entre 2 actifs du groupe Crédit Agricole. Pour répondre à votre point sur la question des usagers. Oui, on a eu le réemploi d'un immeuble à un autre usage. Exactement, c'est la clé. C'est-à-dire qu'en fait, il faut faire attention à ne pas rester uniquement sur des thématiques matériaux, dispositifs constructifs. C'est vrai, c'est indispensable, il faut le faire. Mais si on veut viser une véritable sobriété carbone, il faut penser à l'évolutivité du bâtiment. Et la mission du promoteur, c'est bien sûr de répondre à un besoin immédiat, mais c'est également de répondre à une conception de bâtiment, une construction de bâtiment qui permettent de voir différents types d'aménagements au cours des 10-20 prochaines années. Et donc, c'est vrai qu'en ce moment, il y a une tendance très forte sur le flex office, le travail collaboratif, la démultiplication des salles de réunion, mais peut-être que dans 3 ans, si on a la chance de se reparler, on ne sera plus du tout sur ce type d'aménagement. Et pourtant, les bâtiments seront toujours là. Donc, si nos bâtiments, aujourd'hui et demain, ne répondent pas à différents types d'aménagements, ok, c'est bien, on aura mis en place des dispositifs, des matériaux bas carbone, mais dans 5 ans, on devra les refaire. Donc, la flexibilité et la matière grise à employer pour la conception des espaces, elle est tout aussi clé que uniquement le choix des matériaux. Est-ce que vous pensez aussi qu'il y a une prise de conscience sur ce sujet ? On entend souvent que le Covid a un petit peu redistribué les cartes concernant les immeubles de bureaux. Il y a notamment énormément de vacances dans certains quartiers. Je pense à la Défense, je pense à d'autres quartiers. Et malheureusement, on a toujours ce problème de logement, et notamment sur le vote de la loi sur la non-artificialisation de nouveaux sols, la loi climat et résilience. Il est maintenant interdit de construire sur des bâtis qui n'ont jamais été auparavant. Donc est-ce que justement cette flexibilité, ce fait de penser à un réemploi et un réusage futur d'un immeuble découle aussi du constat qu'on a fait que malheureusement on ne peut pas transformer là des immeubles de bureaux qui ont été construits il y a 20 ou 30 ans en logement, alors que ce serait la logique des choses et que du coup il y a de la vacance d'un côté et une sous-offre de l'autre. Oui, vous avez entièrement raison. Alors le sujet est complexe parce qu'en fait, on rêverait de transformer de l'immeuble de bureau obsolète en logement. Mais la plupart du temps, c'est pas le cas. C'est-à-dire que les épaisseurs de bâtiments et le positionnement des verticalités, ascenseurs, escaliers, ne permettent pas de transformer facilement ces bâtiments en logements. Donc ça, c'est une vraie problématique à laquelle nous, promoteurs, on se heurte quand on veut transformer des immeubles de bureaux en logements, parce que les bâtiments qui ont été construits au cours des 20-30 dernières années ne permettent pas ces évolutions là. Et j'ajouterais un point à ça, alors qui n'est pas forcément politiquement correct, c'est qu'en fait, les bâtiments qu'on a développés au cours des 10-20 dernières années, c'est des bâtiments avec bien souvent des façades porteuses. Et qui dit façade porteuse dit que derrière, pour faire évoluer la destination de ces bâtiments, c'est beaucoup plus complexe que quand on était dans des typologies de bâtiments poteaux-poutres avec des façades rideaux qui permettaient de décrocher la façade et finalement de retrouver une autre architecture et de désépaissir le bâtiment pour répondre à un usage résidentiel. Donc ça, c'est vraiment un point clé auquel on est confronté.
Et ce que nous, on anticipe chez Crédit Agricole Immobilier aujourd'hui, dans la conception de nos immeubles de bureaux, c'est la possibilité de basculer, de transformer un immeuble de bureau en immeuble résidentiel grâce à un positionnement judicieux des verticalités dès la phase conception, qui nous permettra demain de transformer un immeuble de 18 mètres d'épaisseur en un immeuble de 15 mètres maximum d'épaisseur pour faire du logement. Et en fait, les 3 mètres de trop deviendront des espaces extérieurs. Mais on voit bien que c'est une conception qui est initiée dès à présent, en amont. C'est aussi, au moins de ce que j'ai pu entendre, il y a vraiment quelque chose qui revient systématiquement, c'est de dire aujourd'hui, même si des immeubles n'ont pas été bâtis dans il y a, 30 ou 40 ans, dans des matériaux éco-responsables et qui sont très consommateurs de CO2, le mantra, en fait, c'est de dire rénover. Ça veut dire que ce qui est le plus écologique, du moins le plus éco-responsable, c'est d'essayer de réhabiliter même un bâti qui n'est à la base pas éco-responsable, plutôt que de le démolir complètement et de le rebâtir, qui est quand même une aberration d'un point de vue carbone. Un carbone et environnemental. Et du coup, vous, quand vous travaillez justement sur le réemploi, c'est également avec cette idée-là de dire on n'a pas envie qu'on soit contraint de démolir et de rebâtir derrière. Exactement. Et autant j'ai été assez critique il y a quelques minutes sur les épaisseurs et sur la structure des façades ces 20 dernières années, mais ce qu'on peut aussi reconnaître, c'est qu'on a des bâtiments qui sont plutôt efficients en termes de fonctionnalité intérieure. Et donc bien souvent, c'est une aberration totale, et nous on proscrit ce type de projet, de démolir pour reconstruire, parce qu'on a des épaisseurs de bâtiments et une qualité de fonctionnement qui est bonne. Par contre, très souvent ce qui pêche, c'est toute la technique intérieure qui est obsolète. Ce qui pêche, c'est l'architecture qui parfois est dépassée et totalement déperditive d'un point de vue énergétique. Et donc là, il y a nécessité de retrouver une seconde vie. Donc ce que l'on fait chez Crédit Agricole Immobilier, c'est qu'on fait de la réarchitecture, c'est-à-dire qu'on vient sur un bâtiment existant apporter une nouvelle modernité, apporter des équipements techniques plus performants, compléter la constructibilité quand il y a un résiduel de constructibilité pour donner une seconde vie à ces bâtiments, plutôt que de démolir et construire. Et concernant vos projets, est-ce qu'il y en a un certain nombre que vous souhaiteriez mettre en avant, qui sont emblématiques de cette démarche, qui représentent réellement ce nouveau paradigme que vous vous êtes fixé? Il y a 2-3 projets qui marqueraient ça. Alors, je vais vous prendre un sujet que l'on travaille, qui est en cours de chantier rue du Château des Rentiers à Paris, dans le 13e arrondissement, que l'on réalise pour le groupe, en l'occurrence pour Amundi. C'était un immeuble de bureau complètement obsolète, une passoire thermique, qui en fait n'avait plus de justification en destination bureau. C'est-à-dire que le marché à cet endroit faisait que faire du bureau était une aberration. Donc on aurait pu faire des extensions bureaux, on aurait pu rénover en bureau, mais il n'y avait pas de sens d'un point de vue carbone, d'un point de vue usage, d'un point de vue marché. Et donc sur cet immeuble, on transforme les surfaces de bureaux en résidence service senior. Et donc on conserve tout le bâti, la structure, les façades. Et dans cet immeuble, on vient recréer, donc il fait à peu près 9000 m², on vient recréer 140 logements à destination d'une résidence service senior. Ça, c'est un exemple de réarchitecture et de transformation extrêmement vertueuse d'un point de vue carbone. On passe de bureau à une résidence service senior. Autre exemple relativement simple, on vient de livrer il y a quelques semaines un bâtiment à Lyon, une opération qu'on a réalisée pour le compte de l'Auxiliaire, son nouveau siège social. Là, on est plein cœur de Lyon, à proximité des transports, un immeuble de bureau des années 80, obsolète, passoire thermique, des équipements techniques qui n'étaient plus au goût du jour, des aménagements de plateaux, de bureaux qui étaient complètement figés et ne permettaient pas de travailler avec les nouveaux modes de fonctionnement actuels. Donc là, on a opéré pareil, une opération de restructuration lourde et d'extension. Et donc, on n'a pas touché aux façades. On a isolé, retravailler le pourcentage de plein et de vide ponctuellement que quand c'était nécessaire, et on a recréé des surfaces en toiture. Et donc on s'est véritablement inscrit dans une démarche vertueuse, parce qu'à un moment donné il aurait été préférable
de démolir cet immeuble pour reconstruire et faire du logement. Mais d'un point de vue carbone, d'un point de vue bon sens, c'était aberrant parce que cet immeuble il était de qualité et donc on a réussi à lui trouver une autre vie au travers de ce projet de restructuration de l'eau. Et enfin, j'avais une dernière question. Je pense connaître déjà votre future réponse, c'est de savoir est-ce que l'éco-responsabilité et la construction bas carbone est aujourd'hui et sera demain une question indispensable. Quand je vois en tout cas cette première édition de ce salon, j'ai plutôt l'impression qu'on se dirige vers ça. C'est quand même un vrai succès et on voit quand même l'importance que cette thématique prend dans les métiers de l'immobilier. C'est indispensable, mais il faut garder la tête froide. Il faut, à mon sens, c'est ce qu'on essaye de faire chez Crédit Agricole Immobilier, rester dans une approche très pragmatique du sujet, c'est-à-dire de n'utiliser que des dispositifs qui sont performants et qui se traduisent par une vraie décarbonation et pas uniquement par des artifices marketing comme ça peut être fait. Voilà, du greenwashing. Parce que c'est vrai que la tendance du moment, personne ne vous dira qu'il a envie de faire des bâtiments qui consomment énormément de carbone. Donc notre enjeu à tous, c'est de faire les bons choix, prendre les dispositifs techniques, choisir les sites de façon judicieuse et apporter une réponse sur mesure en fonction de l'usager, en fonction des localisations et de viser à chaque fois les meilleurs niveaux en termes de décarbonation. Et je pense que l'enjeu est véritablement là, en plus d'une vision long terme et de ne pas s'arrêter aux usages du moment qui peuvent nous amener parfois à se dire ben non, je vais privilégier tel type de bâtiment qui privilégiera peut-être tel type de fonctionnement intérieur. Non. Le fonctionnement intérieur, le bâtiment, il doit pouvoir vivre 10, 20, 30 ans sans qu'on ait besoin de le modifier fortement. Et c'est ça aussi qui participe à la décarbonation de nos activités. Merci Thomas Péridier. Merci à vous. Imo Week, le podcast. Édition spéciale SIPCA 2022 au Grand Palais éphémère.